Bienvenue à ce cours en ligne sur l'amélioration de la prévention et de l'efficacité des soins et traitements VIH chez les populations clés. Veuillez cliquer sur la flèche de droite pour commencer ce module. Ce module est destiné aux prestataires de soins du VIH dans des contextes à ressources limitées, notamment les cliniciens, les infirmières, les conseillers et les pharmaciens. Le module sera également utile aux gestionnaires d'établissements, aux professionnels de la santé publique et aux agents de santé communautaire. Il vise à améliorer la capacité des participants à fournir des services accessibles et de bonne qualité pour les populations clés sur la base des directives de l'Organisation mondiale de la santé. Le but de ce module est d'identifier des stratégies et des approches efficaces pour répondre aux besoins des populations clés et de combler les lacunes dans le continuum des soins du VIH parmi les populations clés. Après avoir terminé ce module, vous pourrez nommer et décrire les populations clés dans le contexte de la lutte contre le VIH. Identifier les facteurs clés qui entravent le diagnostic précoce, le lien avec les soins, l'initiation et l'observance du traitement, ainsi que la suppression virale parmi les populations clés. Et décrire des stratégies efficaces pour améliorer les résultats tout au long du continuum de prévention et de soins du VIH pour les populations clés. Vous découvrirez comment modifier ou corriger vos approches cliniques pour mieux servir les populations clés. Vous découvrirez également des initiatives spécifiques qui se sont révélées efficaces pour combler les lacunes en prestation des soins chez les populations clés. Vous constaterez que plusieurs mesures importantes peuvent être mises en place pour améliorer l'accès aux soins et les résultats sanitaires de ces populations. Et tout au long du module, vous trouverez des liens aux conseils supplémentaires sur les bonnes pratiques. Ce module revient constamment sur plusieurs thèmes clés. Le premier est l'importance d'impliquer et de travailler en partenariat avec les communautés affectées. Un autre est le besoin d'une approche centrée sur les personnes, qui considèrent chacun d'entre eux à la fois comme un patient, mais aussi comme un partenaire en prestation des soins. Et vous entendrez également à quel point les pairs peuvent être essentiels pour accroître le recours aux services de dépistage et de traitement parmi les populations clés. Ce module de formation a été produit à l'appui de l'initiative Fast Track Cities. L'initiative Fast Track Cities est un mouvement mondial qui cherche à utiliser le potentiel unique des communautés locales pour accélérer la riposte au VIH, afin de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. Les principaux partenaires de l'initiative Fast Track Cities sont l'ONU-SIDA, l'Association internationale des prestataires de soins contre le sida, l'AIAPAC et ONU Habitat. Les objectifs de l'initiative Fast Track Cities sont de optimiser la continuité des soins et de la prévention du VIH dans l'optique de réaliser les cibles mondiales 90-90-90. Accroître l'utilisation des services de prévention combinés. Mettre en œuvre les politiques de traitement global et local au sein des cliniques de ville. Et de réduire à zéro l'impact négatif de la stigmatisation et de la discrimination. Dans la première section, nous allons examiner qui sont les populations clés, la prévalence du VIH parmi elles, et pourquoi elles sont affectées de manière disproportionnée par le VIH. Ce module se concentre spécifiquement sur la réalisation des cibles 90-90-90 de l'ONU-SIDA pour les populations clés, en veillant à ce que 90% de toutes les personnes vivant avec le VIH soient au courant de leur statut sérologique, que 90% des personnes connaissant leur statut soient sous traitement antirétroviral, et que 90% des personnes sous traitement antirétroviral ont une charge virale indétectable. Alors, quelles sont les populations clés ? Les populations clés sont des groupes beaucoup plus susceptibles au VIH-Sida que la population dans son ensemble, indépendamment du pays ou du contexte épidémique. Ce risque disproportionné est en conséquence des comportements communs entre les membres des groupes et des facteurs juridiques et sociaux qui augmentent leur vulnérabilité au VIH-Sida, tels que la discrimination et la criminalisation. Les populations qui sont l'objet de ce module de formation comprennent les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les consommateurs de drogues injectables, les travailleurs du sexe et les personnes transgenres. D'autres populations, selon le contexte local, peuvent être plus vulnérables au VIH, notamment les travailleurs migrants, les réfugiés, les conducteurs de camions sur longue distance, le personnel militaire, les mineurs, les jeunes femmes et les adolescentes. Ces groupes sortent du cadre de ce module de formation. L'ONU-SIDA reconnaît que les personnes privées de liberté ou dans des environnements confinés aussi sont touchées de manière disproportionnée par le VIH, presque partout dans le monde. Cependant, les problèmes de dépistage et de traitement pour les détenus sont uniques, et leurs soins relèvent normalement des systèmes pénitentiaires et non des cliniques du secteur privé ou public. Leurs besoins ne sont pas explicitement abordés dans ce module. Alors que savons-nous de ces 4 populations clés ? Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ou HSH,
existent dans tous les pays. Certains pays nient l'existence des HSH et de nombreux hommes ne s'identifient pas comme HSH ou homosexuels. Il y a plus de 15 millions de personnes qui consomment des drogues injectables dans le monde, les hommes étant environ 4 fois plus nombreux que les femmes. La prévalence de la consommation de drogues injectables varie selon les pays et les régions, bien qu'il existe des preuves de la consommation de drogues injectables pratiquement partout où des études ont été réalisées. Les opiacés et les stimulants sont les principales substances injectées dans le monde. Les interventions biomédicales pour traiter la toxicomanie sont les plus courantes pour la dépendance aux opiacés. Des études ont fortement associé la consommation active de drogues injectables à des taux élevés d'itinérance, d'instabilité du logement et d'incarcération. En ce qui concerne l'intersection du VIH et de la consommation de drogue, l'accent principal a été mis sur la consommation de drogues injectables, car il s'agit d'un moyen très efficace de transmission du VIH. Cependant, la consommation de drogues non injectables a également un effet sur les épidémies de VIH, en encourageant des comportements sexuels à risque et en entraînant une mauvaise observance au traitement VIH. Les travailleurs du sexe sont présents dans toutes les régions du monde, et on estime qu'ils sont plus de 42 millions globalement. Ces estimations doivent être considérées avec prudence, car ce qui constitue le travail du sexe peut être difficile à définir. Les travailleurs du sexe peuvent travailler dans des maisons closes, à domicile ou ailleurs, et dans certains milieux, ils utilisent désormais principalement l'Internet pour trouver de nouveaux clients. Les travailleurs du sexe peuvent être des hommes ou des femmes, ainsi que des personnes transgenres. Selon des études, le travail du sexe est associé à des risques élevés de violence, de harcèlement, d'abus et d'incarcération. La dernière population clé sont les personnes transgenres. Les personnes transgenres ont une identité de genre qui diffère du genre assigné à la naissance. Les personnes transgenres peuvent être des hommes ou des femmes. Certaines personnes transgenres, mais pas toutes, prennent des hormones, subissent une chirurgie de réaffectation sexuelle ou reçoivent d'autres interventions biomédicales pour aligner leur identité de corps sur leur identité de genre. On ne sait pas combien de personnes transgenres existent dans le monde. Une étude récente a révélé que 1,4 million de personnes aux États-Unis s'identifient comme transgenres. D'autres études ont révélé que les personnes transgenres sont plus susceptibles d'être victimes de violences, d'utiliser des substances et de présenter d'autres vulnérabilités. Les principes biologiques de base expliquent certaines des vulnérabilités liées au VIH des populations clés, car de nombreux comportements dans lesquels les populations clés s'engagent sont très susceptibles de conduire à la transmission du VIH. Par rapport aux probabilités qu'un homme soit infecté à l'occasion de relations péniennes vaginales avec une femme, les preuves indiquent que le risque par épisode est 2 fois plus élevé pour la femme lors des rapports hétérosexuels, et 16 fois plus élevé lors du partage d'une aiguille d'injection contaminée. Les relations sexuelles anales, un comportement courant pour de nombreuses personnes HSH et transgenres, sont associées à un risque de VIH très élevé. Comparé à nouveau à l'homme qui a des rapports hétérosexuels, l'homme pratiquant des pénétrations anales est 3 fois plus susceptible de contracter le VIH, et le partenaire réceptif d'une relation sexuelle anale est 25 fois plus susceptible. La finalité est que ces 4 populations clés sont beaucoup plus susceptibles que la population dans son ensemble d'être infectée par le VIH. Comparé à la population générale, selon une analyse spéciale de l'ONU-SIDA, le taux d'incidence du VIH est 28 fois plus élevé chez les HSH, 22 fois plus élevé chez les consommateurs de drogues injectables et 13 fois plus élevé chez les travailleurs du sexe et les femmes transgenres. Comme nous le verrons plus loin dans ce module, les facteurs biologiques et comportementaux sont aggravés par des facteurs sociaux et juridiques qui accroissent la vulnérabilité au VIH des populations clés. Ces données soulignent pourquoi il est si important de fournir des services VIH de bonne qualité aux populations clés. En 2017, les populations clés et leurs partenaires sexuels représentaient près d'une nouvelle infection à VIH sur 2 dans le monde. En dehors de l'Afrique subsaharienne, les populations clés et leurs partenaires sexuels représentent la majorité des nouvelles infections à VIH. En Europe orientale et en Asie centrale, les populations clés et leurs partenaires représentaient 97% de toutes les nouvelles infections à VIH en 2017. À l'échelle mondiale, les populations clés ont des résultats inférieurs aux cibles 90-90-90 par rapport aux autres personnes vivant avec le VIH. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les populations clés ont souvent des résultats sous-optimaux tout au long du continuum de soins. Premièrement, ces populations clés sont généralement marginalisées et stigmatisées. Dans des dizaines de pays à travers le monde, dans les pays à revenus élevés comme dans les pays à faible revenu, des enquêtes ont montré qu'une proportion substantielle des personnes vivant avec le VIH ont subi différentes formes de stigmatisation et de discrimination.
Certaines des formes les plus graves de stigmatisation et de discrimination surviennent dans les établissements de santé. Les personnes vivant avec le VIH qui ont déjà subi une stigmatisation sont 2 fois plus susceptibles de retarder le début d'un traitement VIH. Un autre facteur qui a un impact négatif sur les résultats sanitaires pour les populations clés est la crainte de poursuites légales. Les législations nationales de nombreux pays criminalisent les comportements des populations clés, renforçant la stigmatisation et la discrimination. Ces législations ont un impact particulièrement négatif sur l'utilisation des services de santé, car de nombreuses personnes dont les comportements sont criminalisés peuvent éviter de s'y rendre de peur d'être dénoncées aux autorités. À l'échelle mondiale, plus de 70 pays criminalisent encore les relations sexuelles consenties entre adultes du même sexe. La plupart des pays criminalisent certains aspects du travail du sexe ou la possession de drogue à des fins personnelles. Au moins 17 pays criminalisent ou poursuivent les personnes transgenres. L'isolement social vécu par de nombreux groupes marginalisés non seulement cause des dommages physiques et psychologiques, mais il peut aussi empêcher les membres des populations clés d'accéder aux informations sur le VIH dont ils ont besoin. Enfin, les cliniques elles-mêmes ont un impact sur les résultats sanitaires. Par exemple, il est peu probable que les cliniques dont l'emplacement géographique est inadéquat pour les populations clés leur soient utiles. Et bien sûr, les cliniques qui interdisent les utilisateurs de drogues actifs ne répondront pas efficacement aux besoins liés au VIH des patients qui consomment des drogues. Nous allons maintenant examiner les principales recommandations de l'OMS pour la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés. Les recommandations et les conseils présentés dans cette section sont tirés des lignes directrices de l'OMS sur les populations clés de 2016. L'utilisation adéquate et systématique du préservatif avec des lubrifiants compatibles est recommandée pour toutes les populations clés afin de prévenir la transmission sexuelle du VIH et des infections sexuellement transmissibles. L'OMS recommande en outre que la prophylaxie pré-exposition orale, la PrEP, soit proposée comme choix de prévention supplémentaire pour les populations clés à risque élevé d'infection à VIH, dans le cadre de la prévention combinée. La prophylaxie post-exposition, ou PPE, devrait être accessible à toutes les personnes éligibles des populations clés, sur une base volontaire après une potentielle exposition au VIH. La circoncision masculine médicale, ou CMMV, est recommandée comme une stratégie supplémentaire de prévention de la transmission hétérosexuelle du VIH à l'homme, plus particulièrement dans des situations d'épidémie généralisée. L'OMS recommande que le dépistage, le diagnostic et le traitement des infections sexuellement transmissibles devraient être proposés systématiquement dans le cadre de la prévention et des soins complets destinés aux populations clés. Les membres des populations clés, y compris celles vivant avec le VIH, devraient avoir accès à une gamme complète d'options de planification familiale. Il est important de réaliser un dépistage du cancer du col de l'utérus sur toutes les femmes des populations clés. Il est essentiel d'offrir un dépistage du cancer du col utérin à toutes les femmes des populations clés, comme indiqué dans les directives de l'OMS sur le dépistage du cancer du col utérin. Il est important que toutes les femmes des populations clés bénéficient du même soutien et des mêmes droits d'accès aux services liés à la conception et aux soins de grossesse que les femmes des autres groupes. La réduction des risques pour les consommateurs de drogue par injection est également recommandée par l'OMS. Toutes les personnes des populations clés qui s'injectent des drogues devraient avoir accès à du matériel d'injection stérile via des programmes d'échange de seringues. Toutes les personnes des populations clés qui consomment devraient se voir offrir et avoir accès à un traitement de substitution aux opiacés. Et les personnes susceptibles d'être témoins d'une surdose d'opioïdes devraient avoir accès à de l'analoxone et être instruites sur son utilisation. Au sujet de la santé mentale, l'OMS recommande le dépistage et la gestion systématique des troubles de santé mentale, tels que la dépression et le stress psychosocial. Il est nécessaire d'offrir ces services aux personnes des populations clés vivant avec le VIH afin d'optimiser les résultats de santé et d'améliorer l'observance aux traitements antirétroviraux. La prise en charge inclut des conseils sur le VIH et la dépression et l'accès à des thérapies médicales appropriées, y compris des antidépresseurs. Les femmes transgenres sont environ 49 fois plus susceptibles de vivre avec le VIH que les autres adultes, avec une prévalence mondiale estimée de 19% chez les femmes trans. Les données sur les hommes transgenres et autres populations transgenres sont limitées. Les personnes transgenres ont un faible taux d'accès aux services de santé en raison de nombreux problèmes, notamment la violence, les obstacles juridiques, la stigmatisation et la discrimination. En 2018, l'OMS a commandé un examen des plans stratégiques nationaux de lutte contre le VIH de 47 pays de la région Afrique, et plus spécifiquement de leur couverture des populations clés. Seulement 10 des 45 plans nationaux mentionnaient les personnes transgenres, et seulement 4 pays offraient des stratégies d'intervention.
La prestation des services pour les personnes transgenres devrait être sensible, respectueuse et compatissante et dans un environnement exempt de stigmatisation et de discrimination. Il est essentiel que les prestataires soient formés en compétences correctes sur l'identité de genre. Les services de santé pour les personnes transgenres ne devraient pas se concentrer exclusivement sur le VIH ou la thérapie hormonale, mais doivent fournir accès aux soins cliniques de haute qualité et des services de soutien psychosocial selon le besoin. Les personnes transgenres doivent être exemptes de menaces et de préjudices physiques, émotionnels ou verbaux dans les établissements de soins. Les hormones prescrites pour les femmes transgenres sont des œstrogènes pour induire des caractéristiques sexuelles féminines, généralement l'estradiol par voie orale ou par voie transdermique, en gel ou patch. En plus des œstrogènes, les femmes transgenres peuvent utiliser des anti-androgènes pour diminuer l'activité des hormones sexuelles mâles, par exemple le flutamide, le finastéride et l'acétate de cyprotérone. Les androgènes, par exemple la testostérone, sont généralement utilisés par les hommes transgenres, en préparation injectable ou topique, pour induire des caractéristiques sexuelles secondaires masculines et diminuer les caractéristiques sexuelles secondaires féminines. Les études qualitatives suggèrent que pour les personnes transgenres, la thérapie hormonale est une plus grande priorité que le traitement et les soins du VIH. L'infection à VIH et le TAR ne sont pas des contre-indications à l'utilisation des médicaments pour la substitution hormonale. En fait, l'intégration de la thérapie hormonale dans les services VIH peut améliorer l'observance du traitement antirétroviral et il peut donc être bénéfique que les deux soient prescrits de manière intégrée. Il n'y a aucune interaction médicamenteuse entre le TAR et les androgènes, comme la testostérone ou les anti-androgènes, comme la spironolactone. Il n'existe aucune interaction médicamenteuse connue entre l'éthénylestradiol et les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse ou les inhibiteurs de l'intégrase. Les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, ou INNTI, et les inhibiteurs de la protéase peuvent réduire les taux sanguins d'éthénylestradiol. Un ajustement de la dose d'estrogène peut être nécessaire. Il n'y a aucune interaction entre la thérapie hormonale pour les hommes ou les femmes transgenres et la PrEP par voie orale. Des informations plus détaillées sur la prise en charge des personnes transgenres peuvent être retrouvées dans des publications disponibles en ligne, telles que celles présentées ici. Pour le reste de ce module, nous nous concentrerons sur les moyens de surmonter les obstacles aux bons résultats sanitaires chez les populations clés, en utilisant des exemples de différentes villes participant à l'initiative Fast Track Cities. Nous examinerons également d'autres initiatives qui se sont avérées efficaces pour améliorer les résultats des soins pour les personnes vivant avec le VIH en général. Dans de nombreux cas, ceux-ci peuvent être adaptés pour répondre aux besoins des populations clés. En première catégorie d'étapes d'action possibles, comment vous et vos collègues pouvez-vous assurer que votre façon de travailler est aussi accueillante que possible pour les populations clés? Nous présentons deux options pour adapter vos pratiques cliniques afin de répondre aux besoins des populations clés. Recevoir une sensibilisation et une formation en compétences culturelles et assurer une prestation de services innovante et sur mesure pour les populations clés. Nous avons tous des biais et des préjugés, peu importe à quel point nous essayons de les éviter. Bien qu'aucun de nous n'atteindra jamais la perfection, nous pouvons travailler pour combattre nos préjugés et nous assurer qu'ils ne nous empêchent pas de servir nos patients efficacement. Le Code de conduite pour le VIH et professionnels de la santé, élaboré par l'International AIDS Society, met l'accent sur certaines obligations de tous les prestataires de soins de santé. Chacun de nous doit connaître nos responsabilités en matière de droits humains, respecter la dignité de chaque personne que nous servons, maintenir notre devoir de prendre soin de chaque patient, même lorsque la loi définit leur comportement privé comme criminel, et veiller à créer une vraie relation de travail avec les communautés locales. Nous savons qu'il est possible d'accroître la capacité des prestataires de soins à fournir des services adaptés aux besoins des populations clés. Voici un exemple d'une formation en Nigeria qui est disponible en ligne pour développer les connaissances et les compétences des prestataires en traitement des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Voici des stratégies à mettre en place pour améliorer les résultats sanitaires spécifiques aux populations clés. Ceux-ci sont le dépistage fréquent et systématique du VIH, l'autodépistage du VIH, les programmes d'approche communautaires, la sensibilisation et mobilisation communautaire, l'utilisation des réseaux sociaux, la lutte contre la stigmatisation et pour la défense des droits légaux des patients, le continuum des soins. Certaines de ces approches peuvent se chevaucher. Par exemple, la sensibilisation communautaire est souvent une composante d'un programme d'approche ou de mobilisation communautaire. La promotion de l'autodépistage du VIH peut se faire via les réseaux sociaux. Mais en les étudiant individuellement, vous trouverez des combinaisons qui fonctionneront dans votre propre milieu clinique. L'OMS recommande un dépistage annuel
pour les membres des populations clés qui ont été testés séronégatifs. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, ou CDC, recommandent également le dépistage annuel du VIH pour les hommes ayant des rapports avec des hommes, bien qu'ils conseillent qu'une recommandation d'un dépistage plus fréquent se fasse à la discrétion du clinicien en fonction du profil à risque de son patient. Par exemple, dans les endroits où les taux d'infection à VIH sont très élevés parmi les populations clés, certains programmes s'efforcent à offrir le dépistage aux populations clés tous les 3 ou 6 mois. Étant donné que certains membres des populations clés ne connaissent pas l'importance d'un dépistage régulier, des efforts spécifiques pour éduquer les communautés et des campagnes de redépistage peuvent être nécessaires. La Fast Track City de Melbourne a adopté cette approche. Après la mise à jour des lignes directrices pour recommander le dépistage plus fréquent des populations clés, la ville a travaillé avec les communautés pour sensibiliser le public à cette nouvelle nécessité. Les résultats ont été extraordinaires. Au fur et à mesure que les populations étaient mieux sensibilisées sur l'importance de se faire redépister, le nombre de tests de dépistage du VIH a augmenté. En conséquence, en 10 ans, la durée pendant laquelle un homme gay séropositif à Melbourne est contagieux a été divisée par 5. De plus en plus de pays recommandent l'autodépistage du VIH. Bien que l'autodépistage soit utile pour toutes les personnes à risque d'infection par le VIH, il s'agit d'une approche qui est parfaitement adaptée aux populations clés. Avec les autotests, se redépister devient aussi pratique que possible. En raison de la stigmatisation que subissent de nombreuses populations clés, l'autotest permet également aux personnes d'apprendre leur statut VIH dans l'intimité de leur domicile, sans avoir à se rendre dans un établissement de santé. L'IAPAC a élaboré des recommandations pour l'expansion rapide de la disponibilité de l'autotest du VIH dans les Fast Track Cities, qui est disponible en ligne. Plusieurs Fast Track Cities s'efforcent d'accroître l'utilisation des autotests. À Brighton, le placement d'un distributeur automatique dans un sauna gay a entraîné une multiplication par 8 du recours à l'autodépistage du VIH par rapport à la sensibilisation communautaire. Les autorités sanitaires ont travaillé avec la communauté LGBT pour concevoir ce distributeur numérique. À New York, un programme de pairs d'enseignement a été mis en place. Dans ce programme, des pairs de jeunes hommes gays et transgenres, noirs et latinos se dépistent régulièrement ensemble, ce qui renforce le soutien social et aide à atténuer l'anxiété souvent associée au dépistage. Les programmes d'approche communautaire sont éprouvés et utilisés en prévention du VIH depuis des décennies. Le plus souvent, c'est la sensibilisation communautaire par des pairs pour engager les membres d'une communauté dans les discussions sur le VIH. Les pairs sont capables de parler aux membres de la communauté dans une langue qu'ils comprennent et savent également comment et où les contacter. À titre d'exemple, le Service Workers in Group Formation, SWING, entreprend des activités d'approche communautaire pour les travailleurs du sexe à Bangkok et Pattaya, offrant un dépistage des IST, un dépistage du VIH, la PrEP et la PPE. Swing a également ouvert un centre d'accueil et propose des formations pour autonomiser les membres de la communauté tout en fournissant des conseils sanitaires, légaux et juridiques. La mobilisation communautaire est un travail communautaire plus intensif, basé sur l'idée que des communautés fortes et cohesives qui ont un sens de la solidarité sont les plus à même d'améliorer leurs résultats en matière de santé. Il n'y a pas de modèle unique pour mobiliser les communautés afin d'améliorer les taux de dépistage et de lien au traitement VIH. Mais les différentes approches partagent plusieurs caractéristiques. Il est crucial de valoriser les membres de populations clés pour qu'ils dirigent des programmes mieux adaptés aux besoins des communautés. La mobilisation communautaire est centrale à l'éducation des communautés, à la création d'une demande des services de prévention et de soins du VIH et à l'élimination des obstacles structurels à l'accès aux services. Les efforts de mobilisation communautaire doivent être adaptés à chaque communauté et à chaque contexte. Dans le cas des services de dépistage et de traitement du VIH, les communautés exigent que les prestataires de soins reconnaissent dans les communautés des partenaires à part entière et essentiels. Ces approches participatives peuvent aboutir à des résultats remarquables. Au Zimbabwe, par exemple, un programme communautaire qui recrutait des travailleuses du sexe pour animer des interventions bimensuelles par des pairs et des ateliers participatifs a conduit à une augmentation des taux de dépistage du VIH et amélioré les liens soins et les résultats de traitement VIH de cette population clé. Les réseaux sociaux, les sites de réseautage sexuel et les applications sont un excellent moyen de diffuser des informations et d'influencer les comportements. Les approches de réseautage social sont utilisées depuis longtemps dans les programmes de lutte contre le VIH pour encourager des comportements sexuels plus sûrs et distribuer des préservatifs. Plus récemment, les réseaux sexuels sont utilisés pour accroître la sensibilisation et l'utilisation de la PrEP. Les réseaux sociaux jouent un rôle particulièrement important pour les populations clés.
Lorsque les membres des populations clés sont marginalisés ou défavorisés, les réseaux sociaux peuvent être la seule source d'information et de soutien en laquelle ils ont confiance. Il est de plus en plus clair que les médias sociaux sont idéaux pour atteindre et intégrer des réseaux de soutien qui permettront à terme d'obtenir de meilleurs résultats dans la lutte contre le VIH chez les populations clés. L'initiative Fast Track Cities offre plusieurs exemples d'utilisation des réseaux et médias sociaux pour améliorer les résultats du continuum des soins à VIH. Les campagnes Test XXX sont implantées dans plusieurs villes en Asie et sont dirigées par la communauté qui en est la propriétaire. Cette campagne cible les jeunes hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, HSH, dans des centres urbains avec des messages faciles à comprendre via les réseaux sociaux. Dans la Fast Track City de Bangkok, l'initiative a posté des vidéos ludiques de promotion du dépistage du VIH, montées par des membres de la population gay. Ces vidéos ont ensuite été postées sur Facebook, les sites web et applications mobiles. En une période de 24 heures, ces vidéos ont été vues plus de 400 000 fois. En Chine, l'application de rencontre gay la plus populaire a développé un système de réservation de rendez-vous de dépistage du VIH dans les cliniques des villes. Les cliniques de dépistage promues sur l'application ont enregistré une augmentation de 78% des tests de dépistage, et le nombre de nouveaux diagnostics de VIH a doublé après le lancement de la campagne. En tant que prestataire de soins, vous vous concentrez à juste titre sur la prestation des soins médicaux nécessaires à vos patients. En ce qui concerne les nombreux obstacles structurels et sociaux auxquels vos patients sont confrontés, il est compréhensible que vous souhaitiez laisser la résolution de ces problèmes à d'autres. Mais les prestataires peuvent aider de diverses manières, soit en fournissant certains services dans votre clinique, soit en soutenant activement et en établissant des partenariats avec des groupes communautaires qui travaillent à surmonter ces obstacles. Plusieurs des initiatives Fast Track Cities exposent comment atténuer les obstacles sociaux et structurels que rencontrent les populations clés. À Abidjan, par exemple, un projet dirigé par des travailleuses du sexe agite à éduquer les membres de la communauté sur leurs droits légaux. Au Cap, un groupe juridique à but non lucratif géré par des femmes donne des conseils légaux aux travailleurs du sexe. Et à Jakarta, un institut d'aide juridique présente des protections aux personnes LGBT en détention ou victimes de violences ou d'autres formes de discrimination. Ces derniers temps, nous avons vu comment un plaidoyer constant et des litiges soutenus peuvent aider à retirer les obstacles juridiques et à lutter contre la stigmatisation et la discrimination des populations clés. À Lima, au Pérou, une ONG fondée par des personnes transgenres plaide activement pour l'adoption d'une loi sur l'identité de genre. En Inde, en 2018, la Cour suprême a rendu une décision historique annulant la loi criminalisant les actes homosexuels. Et en 2018, le Pakistan a ratifié des protections juridiques pour les personnes transgenres. Plusieurs stratégies qui se sont avérées efficaces pour améliorer les résultats du continuum des soins pour tout le monde peuvent être adaptées pour répondre aux besoins des populations clés. Les exemples comprennent le conseil et dépistage du VIH à l'initiative du prestataire, CDIP, l'initiation au TAR le même jour, l'accompagnement par des pairs, les clubs d'observance, la distribution de médicaments pour le VIH au sein de la communauté et par les membres de la communauté. Voici quelques exemples de stratégies facilement adaptées pour les populations clés. Dans la Fast Track City de Madrid, une approche ciblée pour l'offre systématique des tests rapides a aidé la ville à tester et à diagnostiquer un grand nombre d'hommes gays et de travailleurs du sexe. À San Francisco, où les hommes gays et bisexuels représentent la majorité des personnes vivant avec le VIH, la mise en œuvre d'un début rapide du TAR a augmenté le nombre de personnes sur traitement à l'échelle de la ville. Et une analyse de cohorte montre des résultats cliniques supérieurs, y compris une durée réduite jusqu'à la suppression virale et une diminution de la durée de l'infectiosité des personnes vivant avec le VIH. Dans la ville de Jakarta, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les travailleurs du sexe qui fréquentent une clinique proposant à la fois un dépistage du VIH et un traitement étaient plus susceptibles de débuter le TAR que les autres patients, en partie en raison de la capacité de ces cliniques à fournir un début rapide du traitement. Les approches d'accompagnement par des pairs non professionnels aident à améliorer le lien avec les soins, le suivi des patients et sont idéales quand les pairs font partie des populations clés. Pour en savoir plus sur la mise en œuvre des programmes d'accompagnement par des pairs, vous pouvez consulter ce guide des bonnes pratiques qui est disponible en ligne. Les clubs d'observance sont des groupes de pairs qui se réunissent régulièrement et apportent un soutien pour l'observance du traitement. Des études ont montré que les clubs d'observance améliorent les taux d'observance au traitement et le suivi des soins. Le modèle du club d'observance peut facilement être adapté pour fournir un soutien par les pairs aux populations clés. Médecins sans frontières, MSF, a développé un guide pour la mise en œuvre d'un club d'observance également disponible en ligne.
Enfin, la distribution communautaire de médicaments a été lancée avec succès dans de nombreux contextes, en particulier par The AIDS Support Organization en Ouganda. Un père non professionnel voyage vers le centre de soins pour récupérer les prescriptions pour tous les membres de sa communauté et prend la responsabilité de les distribuer à son retour. Cette approche peut permettre la prestation différenciée des soins aux communautés des populations clés. Pour soutenir l'initiative Fast Track Cities, l'IAPAC a développé un module de formation complet pour les cliniciens sur le dépistage du VIH et l'établissement de liens avec les soins. Ce module détaille mieux les stratégies fondées sur des données qui visent à améliorer les résultats cliniques tout au long du continuum des soins VIH. Terminons maintenant le module. Réfléchissons sur le contenu partagé dans ce module de votre point de vue personnel et professionnel. Prenez quelques minutes pour réfléchir aux questions suivantes. Comment définissons-nous les populations clés? Quels sont les exemples de populations clés? Quels sont les facteurs qui ont un impact négatif sur la cascade de soins VIH pour les populations clés? Quelles interventions ont été démontrées pour surmonter les obstacles à l'accès aux soins pour les populations clés? Merci d'avoir terminé ce module. Vous pouvez maintenant quitter la présentation.